messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec le ras-le-bol des habitants de la cité Soprime. Ils dénoncent le branchement d'un tuyau de déversement des eaux usées de l'ONAS dans le lac qui jouxte leur localité. À suivre dans ce 20h, les explications de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. PASTEF annonce la disparition de Almami Sagna, arrêté lors des événements de juin dernier. Le parti, qui n'a aucune nouvelle de son militant, interpelle l'administration pénitentiaire et le ministre de la Justice. La cérémonie de réception ce samedi de la gare TER à IBD, un projet qui entre dans le cadre de la seconde phase de l'exploitation du train express régional. Le chef de l'État qui a présidé la cérémonie annonce le passage à 22 trains. Et puis à suivre en fin d'édition, la cérémonie de dédicace de l'ouvrage autobiographique du professeur Souleymane Mboup, Famille, foi, patrie, passion pour la recherche, les points focaux de l'ouvrage. Voilà le sommaire de ce 20h, tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous les habitants de la cité Soprime Extension. Dans tous leurs états, ils ont manifesté pour dénoncer le branchement d'un tuyau de déversement des eaux usées de l'ONAS dans le lac qui jouxte leur localité. Une situation qu'ils vivent depuis des mois avec tous les risques sanitaires et d'inondation. Le sous-préfet des Parcelles Assainies saisi pour un règlement du problème. Écoutons à ce propos Gab Diop, le délégué de quartier de Soprime Extension, au micro d'Armadouba. Bon, on est là pour la deuxième étape de notre manifestation d'aujourd'hui. Parce qu'on devait tenir un point de presse là-bas, après venir ici déposer un mémorandum au niveau du préfet. On l'a déjà fait. Ce mémorandum-là, dans ce mémorandum-là, on a listé tous les problèmes du quartier. Comme je viens de le dire, il y a les problèmes d'assainissement, il y a les problèmes de sécurité, il y a les problèmes de santé. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Tous ces problèmes-là se résument au niveau du mémorandum qu'on a remis au préfet. Pour l'assainissement, comme je dis actuellement, tu sais qu'au niveau de Soprime Extension, on n'est pas branché à l'égout. Donc, il n'y a que des fosses septiques, des fosses qu'on appelle des fosses perdues. On est menacé parce que d'abord, il y a la nappe phréatique qui est là, qui va bon. Tu sais que au niveau de chaque maison, il y a une fosse septique. Et ces fosses septiques-là, je crois qu'au fur et à mesure, l'environnement va se dégrader. Actuellement, avec la saison des pluies qui va venir, je crois que si ça continue, on risque d'avoir des inondations. Il y a une odeur qu'on ne peut pas qualifier, qu'on respire matin et soir. Des fois, tu te réveilles la nuit, tu ne peux pas dormir. Parce que les moustiques, n'en parlons pas. Je dis que par exemple, au niveau de la mosquée, si on n'allume pas les ventilos, on n'arrive pas à prier à cause des moustiques. C'est le canal qui fait ça, qui fait tout ça. C'est le canal qui fait tout ça. Qu'on enlève automatiquement le canal. La première chose, c'est qu'il faut qu'on enlève le canal automatiquement et que jamais plus ça. L'Office national de l'assainissement du Sénégal soutient que sans cette déviation provisoire des quartiers impôts et domaines, toutes les parcelles assainies et cités Soprime allaient être envahies par les eaux usées. Ibrahim Mendes, le chef de service que je vous propose d'écouter au micro d'Habib Faye et Abdoulaye Anne. Nous avons des conduites, la conduite des parcelles qui a été posée en 2008 et qui est en fibrociment. On a constaté beaucoup de casse à ce niveau, donc du côté du marché. C'est pour cela, si vous voyez bien, depuis 3 ans, on a eu énormément de débordements au niveau de ce marché. Maintenant, constatant cela, nous avons eu comme option de remplacer cette conduite DN 500 par une conduite DN 1000 qui est beaucoup plus grand, et nous l'avons remplacé avec du PHD. Donc c'est pour que cette conduite puisse vraiment tenir beaucoup plus longtemps et assurer le service qui lui est dévolu. En contrebande. Donc il fallait faire passer cette conduite pour que dans le futur, ces maisons-là puissent être raccordées directement dans la nouvelle
dans la nouvelle conduite qui achemine les eaux dans la station d'épuration de Cambérène. Cette déviation provisoire qui a été faite, c'est pour pouvoir réparer une casse qu'on a constatée sur la conduite. Parlons de toute autre chose à présent avec l'assassinat de Barthélémy Diatta en Casamance. La convergence des organisations de la société civile de la région et la plateforme des femmes pour la paix en Casamance expriment leur indignation sur le dénouement tragique de l'enlèvement du jeune ASP à Sankaba Mandjak. Les dites structures ont initié une marche dans ce sens pour appeler à mettre en terme à de telles pratiques qui annihilent les efforts de construction de la paix en Casamance. Ziguinchor, la correspondance de Lamine Ba et Lamine Magnan. La découverte du corps sans vie du jeune Barthélémy Diatta, après qu'il a été enlevé quelques mois plus tôt par ses ravisseurs, a provoqué le désarroi dans le Kassa. Le dénouement tragique de cette affaire a suscité une profonde indignation des organisations de la société civile de Casamance qui ne souhaitent plus que ça se répète. Plus jamais ça. C'est avec surprise que nous avons su son absence. C'est avec tristesse que nous avons tenu, c'est avec espérance que nous avons attendu. Et c'est avec une peine immense que nous vivons son éternel silence. Message exprimé au cours d'une marche pacifique partie du Doukout, village d'origine du feu Barthélémy Diatta, pour prendre fin à Oussouye, chef-lieu du département. Les acteurs de la société civile ont mis en garde contre ce genre d'actes qui sapent les énormes efforts consentis pour la construction de la paix en Casamance. Dey Mariam, présidente de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. C'est une perte pour ce que nous voulons construire, une nation unie et prospère dans sa diversité. C'est une menace pour notre sécurité individuelle et collective. Le conflit en Casamance a fait trop de victimes, aussi bien du côté des forces de défense et de sécurité que des combattants et des communautés. La paix est indispensable pour un développement humain, inclusif et durable. Après l'indignation, l'invite au pardon et à la réconciliation a été prôné par les organisations de la société civile devant l'autorité administrative d'Oussouye. Il est temps de nous pardonner nous-mêmes. Il est temps de pardonner les autres. Nous réconcilier avec nos esprits éparpillés. Le temps nous rappelle nos histoires. Mesdames et messieurs, nous avons le devoir de réussir le rayonnement culturel, économique et social de la Casamance. Nous avons le devoir de réussir la paix en garantissant la libre circulation des personnes et des biens. Nous avons le devoir de réussir le retour des réfugiés en les accompagnant dans le déminage de leurs terres, dans la construction de leur habitation, dans la reprise de leurs activités socio-professionnelles, dans leur prise en charge psychosocial. Le collectif d'éveil du Kassa pour le déminage et la paix en Casamance et la plateforme des femmes pour la paix en Casamance ont aussi prévu d'initier un plaidoyer pour obtenir l'appui psychologique à la famille de Barthélémy Diatta traumatisée par les circonstances de sa disparition. L'assassinat de Barthélémy Diatta par ses ravisseurs révèle l'énormité du chantier qui attend toutes les entités impliquées dans la recherche de la paix en Casamance et du moins l'avis du préfet d'Oussouye qui a reçu le mémorandum des organisations de la société civile de Casamance. Maurice Dion, que je vous propose d'écouter au micro de Lamine Ba et Lamine Magnan. S'il est vrai que nous sommes résolument inscrits dans cette dynamique-là, et je pense qu'il y a des avancées significatives que les uns et les autres ont pu apprécier à leur juste valeur, il est quand même évident de reconnaître qu'il reste encore des efforts à faire dans ce sens-là. Et je pense que l'événement malheureux que nous avons vécu récemment dans le département de Oussouye en est une illustration qui nous prouve nettement que nous avons encore besoin de nous ceindre les reins, de nous tenir les uns les autres pour justement progresser vers la paix. Je ne saurais avancer sans m'incliner encore une fois devant la mémoire de Barthélémy Diatta et prier pour le repos de son âme. C'est important d'appeler à la paix. Et je voudrais vous encourager dans cette dynamique-là. L'appel à la paix est important, on ne le dira jamais assez. Mais au-delà de l'appel, nous avons besoin également d'une implication des uns et des autres. Chacun a un rôle à jouer. Que l'on soit membre de la société civile, membre des organisations féminines, de jeunesse, des associations, autorités religieuses et coutumières, nous avons tous un rôle à jouer. Et je voudrais saisir l'opportunité qui nous est offerte par cette marche-là et par la déclaration que vous venez de faire
pour vous inviter au-delà de l'appel à l'implication de tous, chacun en fonction de son niveau de responsabilité, de son niveau d'influence, pour que nous tous nous puissions nous donner la main et continuer à poser des jalons et des actes dans le sens de la paix en Casamance. Là, on sait dans les titres, le sort d'Almami Sagna inquiète Pastef, mais également sa famille. Ce militant de Pastef Grand Yoff arrêté en début juin et aujourd'hui porté disparu. Pastef interpelle l'administration pénitentiaire, mais aussi le ministère de la Justice, Ibrahima Kane. Almami Sagna, bokk ci Pastef Grand Yoff. Au moment où nous parlons, famille wër nañ dans toutes les structures hospitalières ci morgue yëpp gisuñu ko. Kooku fan la nekk. Où peut bien être le jeune Almami Sagna? La question est sans réponse pour le moment. Arrêté lors des manifestations début juin selon ses partisans, le jeune homme est aujourd'hui porté disparu. Selon nos sources, Almami Sagna n'est connu d'aucune maison d'arrêt et de correction du pays. En d'autres termes, aucun détenu ne répond à ce nom dans les prisons du Sénégal. Un fait mystérieux pour Ngagne Demba Touré et compagnie, toujours sans nouvelles du jeune militant de Pastef Grand Yoff. En croire certaines informations, l'homme aurait été torturé à mort à Rebeuss. Pastef interpelle l'administration pénitentiaire, mais également le garde des Sceaux pour élucider cette affaire. La famille du jeune Sagna, pour sa part, a fait le tour de toutes les structures hospitalières. Reprise. La famille du jeune Sagna, pour sa part, a fait le tour de toutes les morgues des structures hospitalières de Dakar, mais aucun corps sans vie n'a été trouvé. Le sort du jeune militant de Pastef suscite inquiétude. Mort ou vivant, difficile d'y répondre, mais une chose est sûre, l'histoire du jeune homme n'a pas encore livré tous ses secrets. Le chef de l'État a présidé ce samedi la cérémonie de réception du terminus de la gare TER AIBD, un projet qui entre dans la seconde phase donc, de l'exploitation du train express régional. Le chef de l'État qui a donc présidé donc, la cérémonie en a profité pour annoncer le passage à 22 trains. Je vous propose de l'écouter chez nos confrères de la RTS. Je rappelle que notre ambition avec le TER était d'offrir au Sénégal un système de transport de masse moderne, répondant aux exigences de confort, de régularité, de rapidité, de mobilité, mais également de sécurité et de sûreté, et dans une continuité de service, tout en respectant les normes environnementales, puisque le TER fonctionne à l'électrique. De 15 trains à la première phase, pouvant accueillir chacun jusqu'à 565 passagers, nous passerons bientôt à 22 trains dans la seconde phase, pour tenir compte de la hausse significative du trafic grâce à la connexion avec l'aéroport Blaise Diagne. Quand les travaux de la seconde phase seront achevés, les voyageurs qui débarquent de Blaise Diagne ou s'y rendent auront ainsi le choix d'emprunter l'autoroute ou le train comme dans tous les pays modernes. Aussi, le TER offrira aux passagers de Dakar et environ de nouvelles possibilités de transit. Voilà, mes chers compatriotes, le sens du TER, mais également du BRT. Le BRT qui sera bientôt mis en service en tant que système de transport de masse moderne et digne d'un pays émergent.
Le débat politique ne doit pas être pollué par des invectives et des règlements de comptes crypto-personnels. C'est du moins l'avis d'Abdourahmane Diouf, pour qui l'essentiel est de mettre les Sénégalais dans de bonnes conditions de vie. Le président du parti Awalé, candidat à la présidentielle de 2024, qui tenait ce matin un grand oral pour échanger avec les populations. Son programme demande des élections paisibles, inclusives et transparentes. Je vous propose de l'écouter. Nous avons un président de la République qui a déclaré officiellement qu'il ne sera pas candidat pour l'élection présidentielle de 2024. C'est inédit. Moi, déjà en faisant ma déclaration de candidature le 30 octobre 2022, j'avais anticipé sur cette question. J'avais dit que l'enjeu principal de la prochaine élection présidentielle, c'est que pour la première fois, le président sortant ne sera pas candidat. Parce que le président sortant a vocation à sortir. Maintenant, pour tous les autres candidats qui ont vocation à entrer, nous ne serons pas dans le rejet d'un candidat. Nous ne serons pas dans le tout sauf. Nous ne serons pas dans le dégoût. Mais pour la première fois, on va devoir proposer quelque chose, un programme aux Sénégalais pour espérer être élu. C'est ça qui est inédit. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous avons provoqué cette réunion pour parler aux Sénégalais sans filtre. Pendant pratiquement 4 heures, on a discuté. N'importe quel Sénégalais pouvait être dans la salle, poser la question qu'il voulait, et j'ai répondu sans filtre. Il n'y a pas une seule question que j'ai occultée. Pour moi, c'est un exercice de transparence pour que le prochain président de la République, candidat aujourd'hui, puisse parler aux Sénégalais sur la base de ce qu'il a envie de faire. Donc c'est ça le message. Nous autres candidats, sortons des invectives, sortons des débats crypto-personnels, proposons aux Sénégalais un programme, et en leur proposant un programme, c'est la meilleure façon de les rendre meilleurs et de rendre meilleur celui qui sera le président. Économie à présent, Forum Invest in Sénégal, la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques et l'Association des maires du Sénégal ont pu décrocher des partenaires pour le financement de leurs projets. La SAPCO veut développer le tourisme médical avec la construction d'un centre d'ophtalmologie. L'AMS a reçu un financement de 890 milliards de francs CFA destiné à 8 projets. C'est pour promouvoir l'économie verte, une initiative du Conseil mondial des investissements et des affaires pour l'Afrique. Compte rendu signé Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. Des partenariats B2B, signature de convention, le Forum Invest in Sénégal a été bénéfique pour la SAPCO. La société en charge de l'aménagement de la Petite Côte a décroché des partenaires pour financer ses nombreux projets estimés à plus de 1000 milliards. Nous sommes satisfaits, d'autant plus que ce forum nous a permis de vendre nos projets. Les projets de la SAPCO Sénégal, n'est-ce pas? Nos projets qui se trouvent dans l'ensemble du territoire national. Je rappelle qu'auparavant, la SAPCO Sénégal opérait uniquement sur la Petite Côte. Mais depuis 2004, l'État a élargi ses compétences au niveau national et nous sommes présents dans 6 pôles d'intervention, n'est-ce pas? Nous sommes dans le nord du pays, à Dakar et environ, la délégation Cap-Vert, sur la Petite Côte, n'est-ce pas? Au niveau du centre, au niveau du sud-est et au niveau du sud. Ce forum a également permis à des collectivités territoriales d'obtenir le financement de 8 projets destinés à promouvoir l'économie verte. Alors dans le cadre de Sandiara, nous avons effectivement travaillé depuis maintenant 1 an à créer des projets dans le sens du traitement des ordures, mais pas du traitement traditionnel, mais de la valorisation des ordures justement en objets à haute valeur commerciale, en énergie, en pétrole, en gaz. Donc c'est ce type de projet maintenant que ces communes nous apportent. Nous avons aussi signé un autre accord dans le cadre des cultures hydroponiques, créer des projets agricoles qui vont embaucher des centaines et des centaines de jeunes. Forum Investir au Sénégal, ce rendez-vous économique d'envergure a été clôturé par le Premier ministre. Des échanges fructueux ont eu lieu entre porteurs de projets et investisseurs. Pour soulager les éleveurs de la région nord qui sont toujours confrontés à plusieurs pertes de bétail durant cette période d'attente des premières pluies, 100 hectares de terre ont été cultivés dans la commune de Mbane. La culture fourragère soulage les éleveurs et met fin au conflit entre éleveurs et agriculteurs. C'est un reportage signé Ousseynou Diop et Habib Sek. L'attente des premières pluies dans le nord du pays est toujours la plus délicate pour le bétail. Chaque année, la région nord subit des pertes énormes. Pour éviter cette situation, certaines sociétés agricoles ont pris les devants pour tester la culture fourragère afin de soutenir les éleveurs de la région.
Les années précédentes, à la même période, les éleveurs perdaient beaucoup de troupeaux. Les chèvres, les bœufs et les moutons ne trouvaient pas d'herbe pour se nourrir. Chaque jour, on trouvait des carcasses d'animaux dans la forêt. Avec ce nouveau programme, les conflits entre éleveurs et agriculteurs ne seront plus qu'un vieux souvenir. Les conflits entre éleveurs et agriculteurs sont désormais résolus à cause de la culture fourragère. C'est un vieux souvenir maintenant et on vit en paix dans cette zone. Vous voyez, il y a même des pare-feux pour séparer la partie agricole et celle pastorale. Dans cette commune, les sociétés agricoles s'engagent à pérenniser ces actions pour sauver le bétail. Pour ces grandes sociétés de la région, c'est la seule solution pour régler définitivement tous les problèmes. Cette récolte aussi est très prisée par les animaux parce qu'elle s'accommode à leur mode de vie. Les animaux vont avoir une meilleure production de lait. Donc aujourd'hui, si Swami Agri avait pris l'initiative de vendre ces 100 hectares, on aurait pu avoir plus de 50 millions de bénéfices. Avec ces 240 000 hectares de terre disponibles, la vallée du fleuve Sénégal peut nourrir une bonne partie de la population et assurer en même temps l'alimentation du bétail avec la culture fourragère, ce qui sera un véritable bémol aussi bien pour les éleveurs que pour les agriculteurs qui y trouveront leur compte. Seynou Diop, le Wallo, c'est l'appellation du nouveau bateau patrouilleur de haute mer. Cet engin doté de lance-missiles est la première acquise par la Marine nationale pour faire face aux menaces. Le bateau s'est accosté hier au port de Dakar après des mois de construction au chantier naval de Brest. Une de ses caractéristiques donc que le Wallo est équipé d'armes et de missiles avec 37 membres d'équipage et une capacité de charge de 650 tonnes. Au bord du bateau patrouilleur de haute mer, le Wallo, nos reporters Aminata Mbaresso et Alioune Diagne vous offrent une visite guidée. L'équipage largue les amarres. Le bateau patrouilleur de haute mer, le Wallo, se met en position pour accoster au port de Dakar. À son bord, tout un arsenal digne d'un bateau de guerre. La particularité de ce navire, c'est principalement l'armement et principalement, comme je l'ai dit plus tôt, tout le matériel qui y a été installé. Donc, comme je l'ai dit, l'armement nous permet d'effectuer des frappes en profondeur si c'est pour appuyer par exemple l'armée de terre, d'effectuer, de traiter des menaces de type surface et aussi, innovation dans la marine nationale, de pouvoir traiter aussi des cibles aériennes. En plus de ces missiles qui nous permettent de gérer ça, nous avons aussi, comme je vous l'ai dit, des canons de plus petit calibre qui nous permettent aussi de faire, en plus de traiter ces menaces, d'assurer notre protection la plus immédiate. Donc ces navires de guerre tout neufs vont nous permettre d'être dissuasifs et d'être capables de prendre en charge aussi bien des menaces conventionnelles qu'asymétriques. Arrivé tout droit des chantiers navals de Brest en France, le bateau patrouilleur de haute mer, le Wallo, est doté de lance-missiles avec une capacité d'intervention en surface mais aussi aérien, une première dans l'histoire de la marine nationale sénégalaise. Nous avons acquis de nouveaux matériels tels que des canons qui nous permettent d'opérer plus dans la profondeur, de tirer plus avec une portée beaucoup plus longue. Nous avons des missiles qui nous permettent de traiter des menaces surface et des menaces aériennes. Pour ce qui est des autres matériaux, nous avons des capacités qui nous permettent de pouvoir carrément avoir le contrôle d'une zone. Connaître le contrôle d'une zone, c'est-à-dire connaître exactement ce qui y rentre, ce qu'on y fait, ce qu'on n'y fait pas. Écouter les gens, ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas, les observer, avoir du renseignement et pouvoir agir au cas échéant. Ce bateau, premier du genre, le Sénégal s'équipe ainsi pour se protéger, mais aussi pour prendre les devants face aux enjeux liés à l'exploitation du gaz et du pétrole. Certains disent même que d'ici quelques années, il y aura un déplacement progressif du centre de gravité de notre économie du continent vers la mer. Et donc ces patrouilleurs lance-missiles vont nous permettre, bien sûr, de prendre en charge toutes les problématiques de sécurité et de sûreté maritime qui sont liées à, effectivement, cette économie bleue.
Ce bateau, une des unités acquises par la Marine nationale pour renforcer la sécurité sur les côtes sénégalaises, 2 autres sont en construction sur les chantiers navals français. Leur arrivée est attendue d'ici peu. Pour ce qui est du bateau patrouilleur de haute mer, le Wallo, son inauguration est prévue dans les jours à venir. Baresso, le professeur Souleymane Mboup, une légende, un patriote, un passionné des sciences et d'humanité, un ouvrage autobiographique qui retrace la vie et l'œuvre du scientifique sénégalais. Famille, foi, patrie, passion pour la recherche et l'enseignement sont les points focaux du livre. La cérémonie de dédicace a eu lieu hier à l'IRSF devant un parterre de sommité. Le shérif Diop et Modou Diop y étaient pour nous. C'est l'histoire d'un boy Karoy devenu sommité scientifique. Oui, on peut le dire. À l'aréopage des scientifiques, le professeur Souleymane Mboup a son rond de serviette. Un exemple de rigueur au travail. Ce livre, une recette de réussite pour la jeune génération. C'est le travail, c'est la performance, mais c'est aussi le fait d'être militant pour mettre en place des infrastructures que personne n'aurait peut-être jamais imaginées, mais de pouvoir également montrer qu'on a la capacité de par nous-mêmes de faire des choses qui sont reconnues mondialement et surtout de passer tout ça à la génération future. Difficile de parler de l'homme sans sombrer dans l'éloge panégyrique, tant ce général des laboratoires attire les louanges. Son abnégation, son insatiable curiosité l'ont conduit à des exploits scientifiques mémorables, comme la découverte du VIH2. Son nom, pour l'histoire, restera à jamais associé à cette terrifiante épidémie. Cet ouvrage est un ouvrage que je juge magnifique, pas pour lui, mais pour les générations qui devront s'en inspirer et pour pouvoir avancer et réaliser de grandes choses comme il a su si bien le faire. Partager les expériences, transmettre le savoir, telle une mission sacerdotale, l'homme a formé 80% des biologistes francophones africains. Je suis un pur produit de l'école du professeur Souleymane Mboup. C'est la générosité personnifiée. Le professeur Souleymane Mboup, c'est quelqu'un qui croit en la recherche, qui croit à la population africaine et qui croit que la population africaine peut faire la différence en faisant une recherche de qualité. Un ouvrage produit avec le concours de la biographe Evelyne Chevalier, édité par la prestigieuse maison Feu de Brousse, évidemment. Parce que le professeur Souleymane Mboup est pour nous en tout cas pour moi, c'est notre prix Nobel des sciences. C'est un homme admirable qui a accompli un travail titanesque dans le domaine de la pharmacie, dans le domaine de la biologie, dans le domaine de la médecine. Et c'est également un homme qui a refusé les offres les plus prestigieuses des grands laboratoires aux États-Unis d'Amérique et en Europe et qui est resté dans son pays. Dans ce livre, on apprend que l'homme était un excellent footballeur et un fin joueur de damier avant ses 10 ans. Mais là où il excellait le mieux, c'était à l'école. Élève studieux, excellent en maths et en lettres, mais à l'heure du choix, il a dû suivre intuitivement la voie scientifique. La suite se résume dans son mantra, la règle des 3 S. Savoir, savoir-faire, savoir-être. Sport à présent, investissement, détection, préparation, formateur de qualité, les ingrédients à l'origine de la réussite du Sénégal dans ce domaine. Le directeur technique national loue la qualité des ressources humaines sénégalaises dans la formation. Dans ce sujet signé Chersali Boudiara. Catégorie. Le Sénégal sur le toit de l'Afrique dans les catégories U17, U20 de football. Les résultats d'un investissement de plus en plus notable dans la bonne formation des jeunes. On peut dire que les 10 dernières années, le Sénégal a eu vraiment de très bons footballeurs de petite catégorie. Il faut même voir l'équipe nationale A où vraiment il y a des jeunes qui sont là, les Bambeux, les Pamatar et tout ça, c'est des jeunes Sénégalais, c'est des jeunes footballeurs. Je pense même que les années à venir, ça va encore plus évoluer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'investir dans les centres de formation, surtout pour pouvoir développer le football. Et ça commence par le football de jeunes. Quand tu investis bien dans quelque chose, les résultats sont là. Ce qui a fait qu'on a pris tous les trophées. Hein. Les performances sénégalaises sont aussi les fruits d'un travail de détection et de préparation. C'est vrai qu'on avait de bonnes équipes, mais on ne gagnait pas également aussi.
Mais on se rendait compte également aussi quand même que tous les meilleurs joueurs du Sénégal n'étaient pas concernés parce qu'en fait, ça tournait autour de 3 centres de formation. Après, on a changé un peu notre conception de détection. Donc, il fallait avoir la possibilité de donner la chance à tout le monde et de voir tout le monde pour mettre en place de bonnes équipes. Nous sommes également aussi ouverts vers les clubs également qui ont de bons joueurs. Et ce qui a amené ce qu'on appelle les phases nationales de la petite catégorie que nous organisons chaque année. Donc, on a les moins de 17 ans et les moins de 20 ans. Chaque ligue, n'est-ce pas, amène une sélection en U17, en U20 et on se retrouve donc dans une région pendant 2 semaines et elles compétissent entre elles, les entraîneurs, tous les entraîneurs sont là et on fait une bonne détection pour avoir les meilleurs joueurs possibles. Nous on se prépare avant la compétition. Les équipes sont en stage depuis très longtemps, ils travaillent, ils partent, ils ressortent et je pense que ça aussi c'est extrêmement important. La qualité de la formation à la sénégalaise n'est pas négligeable également. La chance d'avoir déjà une formation d'entraîneur depuis 1972, hein, parce qu'on a des décrets qui forment les entraîneurs depuis 1972. On a des entraîneurs en premier degré, en deuxième degré et en instructeur. Si on a de très très bons formateurs, parce qu'aujourd'hui, les bons joueurs sont faits par des bons entraîneurs. Mais les bons entraîneurs également aussi ont été formés par de bons formateurs. Et ça, on en a, parce qu'aujourd'hui, j'ai au moins plus de 20 formateurs d'entraîneurs qui peuvent sillonner le Sénégal et assurer la formation des entraîneurs. Mais nous avons également aussi des entraîneurs d'élite. On a 5 entraîneurs d'élite africains, n'est-ce pas, qui sont des entraîneurs de licence CAF, n'est-ce pas, qui assurent la formation des formateurs. Et ça également aussi, c'est très très important parce que si vous n'avez pas de bons entraîneurs, vous ne pouvez pas avoir de bons joueurs. Parmi ces formateurs, Salif Keita à l'Académie Djambar de Saly, qui ne cache pas son amour pour le rôle d'éducateur. Moi, j'ai le seul plaisir de savoir que demain tout le monde dira que Salif Keita, tu as formé un Bambadien. Ouais, Salif Keita, tu as formé un Iliman Cissé. Salif Keita, tu as formé un Pape Demba Diop. Ça, c'est la reconnaissance pour un entraîneur, pour un éducateur. J'aime bien le terme éducateur, quoi. Parce qu'il ne faut pas tout se focaliser seulement qu'un entraîneur, parce qu'il faut aussi éduquer ces jeunes-là, parce que demain, ils seront des hommes. Ce qui m'intéresse, c'est que faire de vous des hommes, que vous réussissez dans le football et que vous aidez vos familles, vos parents. Le Sénégal se doit de maintenir, voire améliorer ses résultats dans ce domaine pour rester sur le toit de l'Afrique. Et puis en plus bref, avant de terminer cette édition, retenez qu'en football, le gardien de but international sénégien quitte Queen's Park Rangers pour rejoindre Middlesbrough, toujours en Championship en Angleterre, à 28 ans. Donc il a parfait un contrat de 4 saisons. Handball, pour terminer, le Sénégal logé dans la poule A en compagnie de la Suède, de la Croatie et de la Chine au championnat du monde de la discipline prévue simultanément dans les pays co-organisateurs que sont le Danemark, la Suède. La compétition donc va se dérouler du 30 novembre au 17 décembre 2023. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la télé Futur Média. À suivre tout à l'heure après la pub, donc la cérémonie de remise des distinctions des corridors qui se déroule au King Fahd Palace. Donc c'est à suivre après la pub. Voilà, donc excellente suite des programmes en compagnie de la TFM. Au revoir.